Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Bonjour à tous, Pierre-Alain Gourion depuis la chaudronnerie à Villeurbanne. Une chaudronnerie, c'est-à-dire un lieu industriel transformé en studio de radio et de vidéo. Dans notre émission Human, toi l'homme, que fais-tu de ta vie en société? Que fais-tu de ton avenir? Et dans l'homme, pardon, il y a la femme. Aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Nous allons parler du bénévolat et du volontariat. Et nous allons le faire avec, comme d'habitude, nos invités. J'ai nommé celle qui d'abord nous a donné l'idée de faire cette émission, Clara Castoldi. Bonjour. Bonjour. Clara, tu travailles à présent au sein d'une ONG qui s'appelle Carte ONG. Et qui fait quoi? Alors Carte ONG, on est une ONG support. Du coup, on fonctionne uniquement en partenariat avec d'autres ONG. Et c'est-à-dire qu'on fait du soutien en cartographie, en gestion de données pour des ONG qui sont sur le terrain. De la cartographie donc géographique? Voilà, c'est ça. En fait, par exemple, un de nos partenaires un peu historiques, c'est MSF. Quand ils ont besoin d'accéder à une nouvelle zone, on cartographie pour eux les routes qu'ils peuvent emprunter, etc. D'accord. Et ta voisine, donc, s'appelle, elle, Fiona Vanston. Exactement. Bonjour. Je n'ai pas écorché votre nom. Bonjour. Pas du tout. Moi, je suis étudiante en Master 2 et je réalise actuellement un stage chez Techo. Je rentre de 5 mois en République dominicaine et du coup, je continue mon stage à distance pour Techo République dominicaine et en même temps, j'ai des missions chez Techo Europe. Et donc, vous faites un Master 2 de quoi? De droit humain et d'action humanitaire à Sciences Po Paris. Droit humain, action humanitaire et Sciences Po Paris, à Sciences Po Paris. À Sciences Po Paris, oui. Le tout à Sciences Po Paris. Vous êtes, comme on dit, une tête bien faite? J'espère. Et bien pleine aussi? Bien pleine, oui. Bon, d'accord. Pas trop? Ça dépend. Il y a des moments difficiles? Il y a des moments difficiles. D'accord. Voilà, nous accueillons également Lilou Borde-Piquet. Bonjour. Bonjour. Donc Lilou, vous êtes bénévole, c'est bien ça? Oui, je suis bénévole pour les dialogues en humanité. Et parallèlement à ça, je fais mes études en 2e année de lettres modernes à l'Université Lumière Lyon 2. Alors vous allez avoir une très lourde responsabilité, c'est que vous représentez autour de cette table l'ensemble de la jeunesse mondiale. Non, il y a Clara et Fiona aussi. Vous les trouvez jeunes? Oui. Ah bon, d'accord. Pardon. Voilà, Lilou, bienvenue, merci d'être avec nous. Et puis enfin, nous accueillons Geneviève Ancel, bonjour. Bonjour. Donc Geneviève Ancel, vous utilisez des bénévoles et des volontaires dans quel cadre? Eh bien, déjà, l'idée, c'est plutôt de se voir à ce moment-là comme une accoucheuse de valeurs et de capacités, de qualités que quelquefois les futurs bénévoles ou les bénévoles ont, mais des fois le savent et des fois ne le savent pas. Donc faire apparaître leurs qualités, leurs capacités, leur envie de grandir, si possible en humanité, mais ça on ne le sait pas à l'avance. Comme une photographie dans un révélateur Ah peut-être, oui aussi, on peut prendre cette image. Voilà, alors des images sonores, nous allons en avoir aussi avec notre improvisateur, compositeur, pianiste, j'ai nommé Alain Pierre, qui là nous fait quelques secondes d'improvisation et qui reviendra nous voir tout au long de cette émission. Quel est ce son grave par lequel Alain Pierre a conclu son introduction? La gravité du moment, la gravité de l'engagement. Clara Castoldi, l'engagement. Est-ce que ça a un sens pour les jeunes d'aujourd'hui? Alors oui, ça a un sens. Nous, à Carte ONG, c'est vrai qu'on a beaucoup de bénévoles ou de volontaires qui sont assez spécialisés en cartographie. Certains travaillent depuis des années dans des entreprises où ils font ce qui leur plaît, c'est-à-dire de la cartographie, mais
sont un petit peu à la recherche justement de ce sens, de faire quelque chose qui a un impact qui leur tient plus à cœur. Et du coup, à travers certains projets de cartographie qu'ils font pour des ONG du coup, qui sont nos partenaires, je pense qu'ils retrouvent ce sens-là, quoi. Est-ce que cette cartographie que vous faites chez Carte ONG, qui est à Chambéry, c'est uniquement de la cartographie, physique, des cartes telles qu'on les connaît. Je suis médecin du monde, médecin sans frontières, j'ai besoin d'avoir des cartes géographiques précises parce que je vais aller je ne sais où, dans la brousse, etc. Ou est-ce que c'est également une cartographie d'une autre nature? On fait aujourd'hui des cartes sur tout et n'importe quoi, si j'ose dire. Alors, c'est une très bonne question, parce qu'on a à la fois du coup de la cartographie un peu ce qu'on appelle la cartographie humaine, donc ça peut être des bâtiments, des routes, etc. Moi, je travaille plus particulièrement dans le pôle de cartographie participative à Carte ONG. Et du coup, on fait entre autres de la cartographie sensible. Et donc c'est un peu à l'intersection entre de l'art et de la cartographie. On travaille en particulier avec des personnes migrantes pour que du coup ils fassent des cartes du chemin qu'ils ont parcouru pour arriver en France. Ou bien, c'est-à-dire c'est une manière pour eux de s'exprimer, c'est comme un exactement. test projectif, quelque chose de ce genre? C'est une manière de s'exprimer, et c'est aussi une manière de sensibiliser le grand public, parce que je sais que Carte ONG avait fait, avant que j'arrive, une exposition dans un café où ils avaient montré du coup les œuvres et cartes qu'avaient fait les migrants. Je suis un migrant, je vais dessiner en quelque sorte mon cheminement pour arriver je ne sais où, jusqu'à la jungle de Calais par exemple, en passant par la Turquie, la Méditerranée, etc., etc. Et voilà, et du coup c'est des cartes qui ne sont pas obligées d'être exactes, mais en fait en choisissant ce qu'ils mettent dans la légende, oui. Et en choisissant la manière dont ils le représentent, parce oui. qu'ils peuvent le faire soit sur un papier, soit en 3D, on a des cartes brodées. Oui. C'est comme ça qu'ils expriment un peu, enfin qu'ils montrent un petit peu ce qu'eux ils ont vu. Peut-être qu'on pourra d'ailleurs, si vous nous communiquez certaines de ces œuvres, certains de ces travaux, on pourra les insérer dans le montage de la vidéo pour illustrer en quelque sorte les parcours de ces migrants. Je trouve que l'idée est sympathique parce qu'elle donne la parole en quelque sorte à ceux qui ne l'ont pas toujours. Voilà, alors donner la parole, Fiona Vanston, aux volontaires. C'est essentiel. Ouais. Oui, ils ont tous quelque chose à raconter, on s'engage tous pour une raison. C'est ce dont on discutait tout à l'heure, le bénévolat c'est essentiel dans plein de secteurs d'activité, dans la société de manière générale. Et c'est une façon d'être citoyen, une façon d'être aussi en société. Donc c'est essentiel de montrer pourquoi les gens s'engagent, quel est l'objectif, qu'est-ce que ça reflète, quelles sont les utilités et les envies derrière. Parfois c'est simplement qu'on a un peu de temps à perdre et que pourquoi pas finalement. Les gens qui vous entourent, les gens de votre classe d'âge, globalement, ce sont des gens qui s'engagent ou des gens qui veulent plutôt, profiter de la vie, pardon pour l'expression, vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, je dirais plutôt des gens qui s'engagent, parce qu'on a énormément d'associations étudiantes qui font des actions de bénévolat, que finalement je suis dans un parcours d'études qui est quand même beaucoup axé sur l'engagement, donc ce serait plus des gens qui s'engagent, oui. Et puis je pense qu'aujourd'hui, avec tout le mouvement écologiste, on a énormément de jeunes qui sont très actifs sur ce terrain-là, pas forcément en bénévolat, mais par exemple pour moi aller à des manifestations, c'est une façon aussi de s'engager en tant que bénévole, en tant que volontaire. Donc oui, je pense que oui. Vous n'avez aucun copain qui ne s'engage pas? Si, bien sûr, mais c'est plus mes copains. Vous leur parlez plus? Non. Vous en gardez pas un ou deux comme témoins de l'ancien temps, je ne sais pas moi. Bien sûr, bien sûr que j'ai des amis qui font des études totalement différentes, mais finalement chacun trouve son compte quelque part. Est-ce que c'est pas politiquement correct de faire semblant de s'engager parce que c'est bien vu? Je pense qu'il vaut mieux ne pas faire les choses en faisant semblant plutôt que s'engager en n'ayant pas vraiment l'envie ou la volonté ou l'objectif. Non. Il n'y en a pas qui sont conformes dans l'engagement, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a des conformistes de l'engagement? Bien sûr, oui. C'est des gens qui ont envie de dire « moi je fais ça, mais quelque part tant mieux, parce qu'ils vont le faire quelque chose. Que ce soit avec la bonne volonté ou pas, on en tirera quelque part un bénéfice pour les gens qui en ont besoin.
Quelqu'un qui va faire les choses plus pour son ego que par une véritable volonté d'aider l'autre et qui du coup ne va pas faire les choses de la bonne manière. Par exemple, quand j'étais à Paris, je travaillais pour une association, on travaillait énormément avec les sans-abri et on voyait des gens qui étaient dans les centres, qui étaient là pour dire qu'ils sont là, mais dans leur manière de parler avec les sans-abri, dans leur manière de faire les maraudes, on a envie de leur dire « rentre chez toi » plutôt que d'être ici, parce que ça apporte une mauvaise énergie, une mauvaise ambiance, et finalement ça peut casser une dynamique qui est quand même assez importante dans ces actions, où les gens se mobilisent sans être payés, sans avoir pas forcément de bénéfices derrière, donc c'est important qu'il y ait une bonne énergie qui soit commune à tous. Voilà, oui, sans être payé. Alors, c'est une manière de rebondir sur quelques définitions peut-être et sur la différence entre le volontariat et le bénévolat. Est-ce que je peux me permettre d'interroger l'étudiante ou la chevronnée sur ce sujet ? Honnêtement, je ne saurais pas vraiment faire la différence entre volontariat et bénévolat. Le tout, c'est de donner de son temps quand on en a et de son énergie quand on en a à ceux qui en ont besoin. Je ne connais pas les différences de statut juridique, par contre. Voilà, il y a une différence en droit français, en tout cas, parce que chez les anglo-saxons, c'est un peu différent. On parle de volunteers, et chez les hispaniques, comment dit-on ? Voluntarios, c'est ça. Et le concept hispanique est plus proche de l'Europe ou plus proche de l'anglo-saxon ? De l'Europe, vu que... De l'Europe, j'imagine, oui. Non, plutôt de l'anglo-saxon, alors. De l'anglo-saxon ? Oui. D'accord. Parce que, donc, en droit français, le volontaire, par différence avec le bénévole, c'est que chez le volontaire, il y a nécessairement un engagement formel, contractualisé, ce qui n'est pas nécessairement le cas chez le bénévole, bien qu'on puisse le faire. Et puis, chez le volontaire, il y a aussi nécessairement une indemnité. Par exemple, les services civiques, et cette émission est réalisée entre autres par des services civiques, des bénévoles et des stagiaires, reçoivent une indemnité. Alors, ce n'est pas un salaire, hein, ça n'a pas la hauteur d'un salaire, c'est un tiers de SMIC, on va dire, un peu plus peut-être. Mais enfin, c'est quand même une indemnité. Alors que le bénévole, lui, ne reçoit pas nécessairement d'indemnité, c'est une formule moins formelle. Chez les anglo-saxons, c'est un peu différent. Pardon d'être un peu long. J'ai regardé sur Internet. Hein. Ah bon ? Mais oui. Chez les anglo-saxons, la notion de volontaire, elle est... peut-être Clara peut nous la définir ? Je ne connais pas vraiment la définition du volontariat, de volunteer en anglais. En tout cas, en France, en fait, il n'y a pas de définition légale du volontariat. Il n'y a que des cadres de volontariat différents qui ont été faits, comme le service civique, le volontariat de solidarité internationale. Mais il y a aussi des formes de volontariat non rémunérés. Parce que nous, à Carte ONG, on a des volontariats non rémunérés, parce que c'est pour des missions plus courtes. Et parce que les volontaires qu'on a, c'est dans le cadre du volontariat d'échange et de compétences, qui est financé par le FONGEP. Voilà, et dans les deux cas, on déroge au droit du travail classique, évidemment, qui, lui, imposerait un minimum de salaire appelé en droit français le SMIC. Hein. Donc là, c'est dérogatoire au droit du travail, et ça fait vivre, évidemment, Geneviève Ancel, ça permet de faire fonctionner un grand nombre de structures associatives, un grand nombre de structures caritatives, un grand nombre de structures sportives qui n'auraient pas les moyens, malgré les subventions généreuses de l'État et des collectivités publiques, de rémunérer avec des salaires normaux. Je pense qu'il faut quand même voir au niveau de l'économie et de la comptabilité que si on enlevait de notre système tous les gens qui sont bénévoles, c'est-à-dire qui n'ont pas de rémunération financière ou équivalente, je pense que l'économie s'effondrerait tout simplement. Carrément. Ah mais oui, parce que vous regardez tout, par exemple les gens qui vont après une marée noire ramasser les galets au bord de la plage, en fait ça fait baisser le PIB, d'accord ?
Pourquoi ? Parce que ça produit- n'est pas le produit une intérieur brut. richesse nouvelle rachetée, c'est quelque chose qui n'est pas comptabilisé. Or, notre comptabilité, elle est basée sur une comptabilité qui a été inventée en temps de guerre, et nous sommes en temps de paix. Ce qui fait que ce qui a de la valeur... C'est pas ce que dit M. Macron, mais enfin bon, je C'est- ne vais pas vous titiller là-dessus, Non, pardon. mais ce qui a de la valeur aujourd'hui, Oui. c'est la valeur des ressources naturelles, de la valeur de ce qui est notre relation humaine les uns aux autres, du bien vivre. Et donc ça veut dire qu'il faudrait notre santé, en l'occurrence, y compris nos présidents, quels qu'ils soient, pourraient aussi s'inspirer de ça et de revenir à des valeurs beaucoup plus importante, ou le bénévolat, qui vient de la même origine d'ailleurs que bénévolence, donc de ce qui est du registre du bénéfice. Mais si on regarde bien, si on a des volontaires ou des bénévoles qui travaillent dans un endroit, c'est comment nous allons pouvoir mettre en route un processus qui fait que chacun y trouve son compte. Celui qui donne, mais aussi qu'est-ce qu'il reçoit en contrepartie. Si au Dialogues en Humanité, on est principalement basé sur de la valorisation de gens qui viennent bénévolement, simplement, c'est pour échanger. C'est parce qu'à un moment donné, ils vont avoir un retour sur investissement, si je puis dire, du temps qu'ils vont donner ou en quoi ils vont participer. Et dans cette réciprocité des savoirs, ce carrefour des savoirs, ils vont repartir, si possible, en ayant un peu fait le pas de côté pour tenter de grandir en humanité, dans l'idéal. Est-ce que, selon vous, la crise mondiale que nous vivons à travers le Covid pourrait nous aider à reconsidérer, à reconstruire ces données économiques ? Vous êtes en train de dire quelque part que l'économie ne parle que de ce qui est quantifiable et oublie, en termes de produit intérieur brut par exemple, ce qui ne l'est pas. Oui, et puis vous avez les riches qui deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, alors que si on met l'ensemble des richesses disponibles aujourd'hui sans surexploiter la terre ou les uns ou les autres, eh bien on voit qu'il y a suffisamment pour faire face, nourrir tout le monde, offrir un toit à tout le monde, offrir une bonne santé, avoir de l'eau parfaite pour tout un chacun. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on change complètement de regard et de donner de l'importance. Et c'est là où la pandémie nous rappelle que qu'est-ce qui a compté vraiment lorsque l'économie mondiale, pour une grande partie, pour 4 milliards d'individus, s'est arrêtée tout d'un coup. On nous a toujours dit que ce n'était pas possible. Et c'est arrivé à cause d'un virus, d'un petit virus. Donc rien que pour ça, si on s'interroge sur qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui est essentiel pour nous, eh bien on verra que certains métiers le sont davantage que d'autres. C'est bizarrement un certain nombre de métiers qui sont mal payés financièrement, mais dont nous avons besoin. Donc n'oublions pas cette histoire-là, parce qu'on va en avoir besoin, puissance 10, dans les temps qui viennent. Et on se souvient tous de ces écriteaux que les comédiens et les saltimbanques divers et variés mettaient au début du Covid. Je ne suis pas essentiel. Est-ce que la musique est essentielle ?
Et nous voilà de retour après ce moment musical avec cette émission Human sur le volontariat et le bénévolat. Et je me demande toujours, quand j'entends Alain Pierre qui improvise au piano, qui improvise 3 fois pendant notre émission, de quelle manière il structure sa musique. Et j'essaie de réfléchir à la façon dont, à la manière dont nous avons, nous, l'habitude de structurer nos émissions. Clara le sait bien parce qu'elle a travaillé longtemps avec nous. Alors maintenant, pour structurer notre émission, je pense qu'on pourrait parler de la gestion des bénévoles. Vous qui avez participé à des, comme stagiaire ou comme volontaire ou bénévole à des ONG, vous avez cette expérience de la gestion des volontaires, de la recherche de la motivation, que ce soit en les ayant physiquement en face de soi ou en e-travail, en lien électronique. Voilà, Clara. E-volontariat. E-volontariat. Oui. Ouais. Oui. Eh ben, allez. Toi aussi, tu peux en parler, étant donné que toi aussi, tu gères des volontaires en service civique. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, à Carte ONG, on s'est rendu compte que, quand je dis on, c'est plutôt mes collègues, parce que moi, ça fait 2 mois que j'y suis. Mes collègues se sont rendus compte que, en particulier en lien avec le Covid, quand la pandémie a commencé et que les gens voulaient trouver une manière de s'engager tout en étant enfermés chez eux, le type de volontariat qu'on propose, qui est du coup du e-volontariat, avait beaucoup de succès. Et a du coup très bien marché. Et c'est l'année justement où Carte ONG a fait le plus de missions volontaires. Ça, c'était quand ? En 2020 du coup. D'accord. L'année 2020. Et une fois que le Covid s'est un peu calmé, bon là on ne sait pas vraiment si c'est totalement calmé, mais ce qu'on ressent de plus en plus, c'est la difficulté à continuer à motiver des volontaires sans les voir. Et par exemple, on devait avoir un grand week-end de cohésion qui est tombé à l'eau le week-end dernier avec Carte ONG. Et on essaye de faire des événements en présentiel. En fait, un des événements un peu bénévoles qu'on fait... Mais alors, pardon de te couper. Pourquoi ce qui a marché en 2020, c'est-à-dire au début de la pandémie, ne marche plus aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé ? Parce que je pense qu'au début de la pandémie, il y avait cette idée de nouveauté. Personne n'avait jamais été aussi enfermé chez soi pendant aussi longtemps. Tout le monde était enfermé chez soi pendant très longtemps. Et du coup, les gens avaient besoin de s'impliquer. Et maintenant, je pense que les gens ont toujours aussi besoin de s'impliquer, sauf que on peut sortir, donc il y a des modes de volontariat qui existent, et de volontariat bénévolat qui existent, que les gens peuvent faire, qui sont plus physiques, où on voit quand même plus l'impact qu'on a. Et nous, disons qu'on pourrait organiser ça, sauf qu'il faudrait que ce soit des événements où plusieurs personnes soient réunies, où il faut les organiser, et dans le contexte actuel où c'est difficile de planifier un événement et de pas savoir s'il va tomber à l'eau ou pas, c'est quand même un peu plus difficile. Et justement, en fait, comme on a ouvert le volontariat à plus de personnes, maintenant on a des gens qui habitent aux 4 coins de la France ou en général dans d'autres pays francophones dans le monde. Et du coup, c'est très difficile de les réunir. Bien sûr. Et comment arriver à maintenir cette stimulation, en quelque sorte, uniquement en visioconférence, quoi. Oui. Est-ce que de ce point de vue-là, l'expérience, là j'interroge Fiona, l'expérience du e-volontariat qui a pu être acquise par Techo Europe. Techo travaille, je crois, beaucoup avec l'Amérique latine. Parlez-nous-en peut-être. Dites-nous ce que vous faites chez Techo. Et de quelle manière vous gérez, avant la pandémie et après la pandémie, l'ensemble des volontaires qui travaillent avec vous ? Alors, donc moi, je suis stagiaire chargée de l'investigation sociale et de la gestion communautaire chez Techo République Dominicaine, mais je suis à présent en France. J'ai passé 5 mois sur le terrain. Donc Techo, c'est une organisation internationale qui est présente dans 18 pays d'Amérique latine et des Caraïbes, qui va surtout faire des projets dans les communautés, dans les bidonvilles, où en fait on va construire des logements d'urgence qui sont adaptés aux conditions naturelles extrêmes de ces pays-là, ou des projets d'infrastructures communautaires. Ça, c'est pour Techo. Infrastructure communautaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va être des centres de communauté, ça va être des systèmes de captation de pluie, de l'éclairage public, des trottoirs, des routes, tout et n'importe quoi, selon les besoins de la communauté. Avant la pandémie,
Donc comme l'expliquait Clara, en Amérique latine, c'est très très encouragé dans le système éducatif de faire du bénévolat. Donc ils vont moins avoir cette problématique de capter des bénévoles. De quelle manière, pardon, vous coupez, de quelle manière le système éducatif de ces pays, vous parlez de quel pays là? De République dominicaine? Amérique latine en général? Oui, ce serait très grossier, mais oui, on va dire ça. Donc de quelle manière le système éducatif est-il incitatif à ce bénévolat? Eh ben, on va donner des crédits aux élèves. Par exemple, s'ils font 2 heures de bénévolat par semaine, ils vont avoir droit à 2 crédits, ce qui leur permet de valider leur semestre. Ce serait comme avoir un bonus en France, quoi. D'accord. Et donc, en fait, quand il y a eu la pandémie, on a mis en place le e-bénévolat aussi, où on a donné beaucoup plus de responsabilités aux bénévoles. Pour la première fois, on leur disait pas seulement... Enfin, c'était pas pour la première fois, mais pour la première fois, on leur disait massivement, n'allez pas seulement sur le terrain, mais travaillez également en amont sur les projets en ligne avec le bureau. Ce qui a, comme elle l'a expliqué, très bien marché dans un premier temps. Malheureusement, après, les gens se lassent. Et du coup, aujourd'hui, la problématique, en fait, c'est de faire retourner les gens sur le terrain, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent pas ce qu'on va trouver, parce que c'est des projets qui ont été arrêtés pendant 2 ans et que du coup, les gens ont perdu le lien. Ils ont perdu le lien avec les communautés, ils ont perdu le lien avec ce qu'ils faisaient, ils ont perdu un peu le sens de tout ça. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une dynamique. Par exemple, là, en ce moment, en Amérique latine, ils organisent un grand week-end où ils réunissent tous les bénévoles. Et l'idée, c'est qu'on échange des expériences, on va faire des discussions, des tables rondes, des activités pour les former. Mais je pense que ce qui est très important, c'est que dans ces expériences-là, il y a énormément de formation. C'est comme une formation professionnelle, finalement, faire du bénévolat. C'est des compétences qu'on acquiert. Donc c'est comme ça aussi qu'on peut motiver les gens. Ça va être utile pour leur avenir, que ce soit professionnel ou personnel. Dans tous les cas, c'est utile. Voilà, est-ce que Geneviève Ancel, ce délitement là, dont nous parle Fiona, est-ce que vous l'avez aussi observé? Oui, absolument. Nous avons également fait des dialogues en humanité en 2020, tout à distance, avec des résultats qui permettaient de dire qu'il y avait 3 fois plus de participants. Donc logiquement, on aurait dû continuer là-dedans. Mais tout de suite après, en 2021, mon objectif n'a été que vers refaire de la présence, refaire du lien, retisser du lien. Donc même quand les choses semblent s'être délitées à un moment donné, il y a un tel appétit, une envie de découvrir l'autre, de se faire des réseaux, de se faire des gens avec lesquels on peut tisser de la confiance et justement monter des projets ensemble, qu'ils soient rémunérés ou non. Parce qu'il y a des gens que je connais qui sont bénévoles aux dialogues en humanité et qui font des boulots alimentaires, on va dire comme ça, pour vivre, mais qui cherchent du sens dans les différentes actions. Par exemple, ça d'Anna Forest, où on va aller reforester des zones totalement arides et désertifiées, en Inde, en Haïti, au Kenya, avec des volontaires qui viennent du monde entier. Et il n'y a pas seulement le fait de prendre soin des personnes qui habitent à un endroit totalement désertifié, ou des arbres qui vont être plantés, puisque c'est une relation entre l'arbre, le végétal et l'humain, mais aussi entre les personnes et leur ouverture au monde, et leur capacité de dire « je peux agir là où je suis ». Et donc ça, c'est en action. Et comment faites-vous concrètement? Comment faites-vous de loin, en période de pandémie, pour motiver les gens, pour leur donner envie d'eux? Alors il y a 2 choses. Il y a le fait déjà que tout n'est pas à distance. C'est-à-dire que quand je dis qu'il y a des gens qui reforestent, ils continuent de reforester. Parce qu'on peut avoir toute une série d'activités dans le domaine de la santé, de l'alimentation et d'autres à distance. Et on peut aussi développer de la créativité qui n'existaient pas ou qui n'apparaissaient pas, par exemple dans le monde artistique, toute leur capacité de faire des spectacles en appartement. Voilà. Donc cette créativité, comment on lui trouve une place et comment finalement ça crée suffisamment de liens pour que cette créativité revienne pour finalement satisfaire ce qui est du registre de l'émerveillement, de la beauté, de ce qui nous... Une fois qu'on a réglé les premières raisons d'être ou de vivre, eh bien, il y a cette dimension-là qui doit revenir. Et si elle est là, tout est possible.
Est-ce que l'une des solutions, ça peut être aussi qu'il y ait un centre, évidemment, un siège social d'où va partir les informations, les allers-retours, les visioconférences, etc. Et puis aussi des lieux, non pas secondaires, mais comment dirais-je, c'est-à-dire que chaque organisation tisse un peu sa toile, et il y a des lieux extérieurs au siège social où là, le rapport va être physique, va être concret. Parce que faire de la déforestation, on ne peut pas faire de la déforestation en quelque sorte. La reforestation de préférence, pas de la déforestation. J'ai l'idée, oui, je me suis trompé, c'est un lapsus, pardonnez-moi. Un lapsus, j'espère qu'il n'est pas significatif. Merci de me reprendre. Oui, j'ai dit que vous faisiez de la déforestation, oui, c'est scandaleux. Il faudrait réfléchir, pourquoi tu as dit ça? Donc voilà, je réitère ma question avec déforestation. Reforestation, c'est deuxième fois, oui. Reforestation, donc on ne peut pas faire de la reforestation à distance. Non, on ne peut pas faire de la reforestation à distance, mais par exemple, nos amis de Sadhana Forest sont devenus les spécialistes de la reforestation et ils font évidemment énormément de visio pour montrer, pour expliquer, parce que tout ce qui se passe autour, les relations avec les tribus, les autochtones. Donc il y a cette relation-là qui permet de donner à voir. Et lorsque vous voyagez physiquement, c'est une chose, évidemment, qui est merveilleuse et formidable, mais quelquefois, on est empêché de le faire, ou des personnes sont empêchées de le faire. À ce moment-là, on peut peut-être chercher à voyager d'une autre manière et donner à voir ce qui donne du sens, en l'occurrence, voir comment, à certains endroits, on reforeste. Et puis, ça va donner des idées à d'autres endroits ailleurs dans le monde ou tout proche de chez soi. Eh bien, si je reforestais dans ma ville ou si je redonnais ou je remettais de la nature dans ma ville, est-ce que moi, à titre singulier de citoyenne, je peux le faire? Avec qui je peux le faire? Comment je peux monter en compétence? C'est un peu ce rapport de liens des uns aux autres et qui donne des exemples et de la vitalité à des nouveaux projets qui surgissent. C'est du registre du surgissement, comme la vie, en fait. Du surgissement, comme la vie. Oui. Voilà une belle manière peut-être d'amener un deuxième moment musical, un surgissement sonore. Le bénévolat, le volontariat, c'est un human avec nos invités et avec en particulier Lilou Borde-Piquet. Donc Lilou, vous êtes bénévole au Dialogue en Humanité et donc vous êtes étudiante à côté en quoi? En lettres modernes. Quels sont vos auteurs favoris? Je sais pas, c'est une question un peu compliquée. J'ai beaucoup aimé toute l'œuvre de Kundera et j'avais fait aussi beaucoup de recherches sur Boris Vian.
j'ai eu la chance de jouer de monter une de ces pièces, Le Schmurd sous les bâtisseurs d'Empire. Donc comme metteur en scène, là, En tant qu'actrice. Oui, en tant qu'actrice, d'accord, de participer à un montage d'une pièce de théâtre. Est-ce que vous êtes attiré par une littérature qui, d'une manière ou d'une autre, fait référence aussi à l'évolution de la planète, à l'écologie, à l'humanitaire, ou est-ce que non, c'est général vous parlez de Kundera, vous parlez de Boris Vian, c'est ça ? Oui, mais... Est-ce que vous êtes attiré, je ne sais pas, par des fictions effondristes ou... Je ne sais pas si ça a vraiment un grand rapport avec la littérature, mais en tout cas, je pense que je fais partie d'une génération qui se sent beaucoup plus concernée par les questions climatiques et sociales. Et que c'est pour ça que l'action bénévole, en tout cas, devrait gagner en importance dans le futur et être reconsidérée. Parce qu'on a tous quelque chose à apporter, quelque chose à amener. Et comme tu le disais tout à l'heure, Geneviève, je pense que en fait, l'action bénévole fait beaucoup de palliatifs et que sans cette action bénévole, l'économie devrait s'effondrer. Palliatif ? Oui, par rapport aux instances étatiques qui ne sont pas suffisantes dans les domaines du coup, écologiques et sociaux. Et que sans l'action bénévole, donc de jeunes, mais de moins jeunes aussi, eh bien, il y aurait beaucoup de services qui seraient plus assurés, en fait. D'accord. Pas lié à l'incompétence de l'État ? Oui. L'incompétence ou le manque de volonté d'agir, quoi. Oui, plutôt. Ouais. Je pense par exemple... j'avais été bénévole à Médecins du Monde. Ils expliquaient qu'un des objectifs que de base Médecins du Monde n'était pas censé agir en France. Ils avaient commencé à agir en France parce qu'ils trouvaient que justement beaucoup de gens qui habitaient en France n'avaient quand même pas accès à la santé. Et leur vocation, c'était d'arrêter leurs opérations en France à un moment ou à un autre. Et en fait, ils sont encore actifs parce que il y a des combats qui ont été gagnés. Il y a des aides. C'est l'AME, je crois, l'aide médicale d'État, qui bénéficie maintenant aux personnes étrangères qui sont en statut illégal en France. Mais c'est encore minime par rapport aux besoins en santé de beaucoup de personnes qui habitent en France. D'ailleurs, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, l'action bénévole, c'est une des seules activités qui ne s'est pas arrêtée pendant la crise sanitaire, parce qu'il y avait des besoins qui n'étaient pas assurés autrement. La seule activité, vous dites, qui ne s'est jamais arrêtée ? Non, pas la seule, mais une des seules. Oui. Je crois. En tous les cas, ça a continué. Oui. Est-ce que vous verriez que le théâtre, puisque vous aimez le théâtre et les lettres, puisse jouer un rôle, y compris chez des volontaires et chez des bénévoles ? On s'éloigne un peu du sujet, mais ça nous rapproche de vos études. Je pense que le secteur culturel tient beaucoup sur le bénévolat et le volontariat, puisque c'est un secteur qui n'a pas beaucoup de subventions par ailleurs. Donc, en tout cas, s'il n'y avait pas du tout d'action bénévole dans ce secteur-là, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup d'activités qui s'arrêteraient, je pense. Est-ce que la littérature sert à communiquer ? Oui, bien sûr. Je ne sais pas. Il y a peut-être des gens qui s'enferment dans leur lecture et qui sont complètement centrés sur eux-mêmes et sur leur auteur favori, qui ne s'intéressent pas aux autres. Certes. Je pense que si on lit, c'est pour mieux pouvoir s'ouvrir aux autres ensuite. Je pense que le théâtre peut apprendre à beaucoup de gens à aller vers l'autre, à être moins timide, à faire un pas vers quelque chose qu'on ne connaît pas, comme le bénévolat finalement. C'est des expériences qui nous changent complètement de notre quotidien, où on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, où on fait des choses, où on se dit « jamais de ma vie j'aurais pensé faire ça ». Alors des exemples concrets, allez-y. Un type extraordinaire, une fille extraordinaire que vous avez rencontrée parmi les bénévoles. Des portraits. Un SDF qui était bénévole également à Paris, qui faisait 10 heures de bénévolat par jour tout en étant SDF. Et quand je dis SDF, il dormait bien à la rue, il n'était pas accueilli dans un centre. Qui était, je suis encore retournée par sa honte parce que c'était une personne tellement... Je déteste ce genre de cliché, il n'a rien, il donne tout, mais c'était vraiment ça. Dites-nous son prénom.
il était polonais, je vais l'écorcher, je suis désolée. Décrivez-le. Il était grand, très très fin, les joues très creusées, les yeux bleus et chauve. Oui. Quel âge? Quarantaine. Qu'est-ce qui lui était arrivé pour qu'il était SDF? Il était venu en France sans papier, illégalement. Il n'a jamais réussi à se faire régulariser. Il n'a jamais réussi à trouver d'emploi. Et avec le Covid, en fait, ça a été un gros problème aussi du Covid. Toutes ces personnes à la rue qui avaient des emplois informels et qui avaient des emplois, comme on dit, de l'économie parallèle, qui ont perdu ces emplois-là. Et qui, du coup, en fait, il est passé de « je peux me payer une nuit d'hôtel de temps en temps » à « je n'ai vraiment plus les moyens de faire quoi que ce soit ». Et donc, c'est pour ça que sa situation s'est un peu empirée. Et du coup, pendant le Covid, il a décidé de se lancer vraiment dans le bénévolat, vu qu'il n'avait plus l'accès à l'emploi. Il a dit « je ne veux pas rien faire de mes journées, donc je vais aller aider les autres, parce que ça, c'est encore à ma portée ». Et du coup, il était bénévole dans quel type d'organisation? Dans quelle organisation? Il était très croyant, donc surtout des organisations religieuses, des organisations caritatives, donc surtout des maraudes, distribution... Citez ces organismes. Je me Vous souviendrai vous rappelez pas. plus? Oui, non, d'accord. Oui. Église Saint-Vincent, je me souviens de celle-ci, qui était à Paris 3, je crois, mais je suis même pas sûre. D'accord. Et il faisait quoi? Ça peut être tout et rien, ça peut être simplement distribué, donc ça veut dire qu'on a un poste fixe et on distribue la nourriture. Ça peut être des maraudes tournantes dans Paris. Il y avait aussi de la collecte de vêtements. Il y a aussi des maraudes sociales, très très important, aller voir les gens pour leur parler. Bon, lui il parlait pas très bien français, donc il faisait surtout la comédie, mais c'était intéressant aussi. Et voilà. Il faisait de la comédie. Non, il amusait un peu tout le monde. Il faisait rire les avec, gens, voilà. oui. Il savait qu'il les faisait rire. Exactement. Et il utilisait ce pouvoir. Voilà. Est-ce que vous avez des exemples, mesdames, des illustrations de bénévoles qui vous ont marqué dans votre vie associative, des gens dont vous dites voilà, cette personne m'a impressionné. Moi, j'ai envie de parler d'Henriane de Chaponnet. Oui. Alors voilà une dame incroyable elle a passé toute sa vie en fait au service de l'éducation populaire, aussi bien en Afrique qu'en Amérique du Sud. À l'âge de 16 ans, elle a passé son brevet de pilote d'aviation au Maroc. Et en fait, elle était la fille de la princesse Geneviève d'Orléans, c'est-à-dire elle est en famille avec toutes les familles aristocratiques françaises. C'est pas un roman que vous nous faites là, c'est une vraie histoire. Non, c'est une vraie histoire. Oui. Et elle est décédée à 95 ans il y a un an. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir comment, en fait, dans la vie, des personnes sont capables de prendre leur destin en main et de ne pas faire ce qui était prévu dans leur destin. Et là, typiquement, pour moi, c'est un exemple absolument fantastique de choisir ce que l'on fait de sa vie et au service de quoi on la met. Parce que votre Henriane, qui est née avec une petite cuillère d'argent dans la bouche, en quelque sorte, a eu envie, a eu besoin d'aller vers les autres, d'aller vers le volontariat. Oui, tout à fait. Elle a inventé d'ailleurs des démarches de coopération et d'animation rurale et urbaine avec les femmes au Maroc, puis ensuite en Algérie et en Afrique subsaharienne. Elle a contribué à l'indépendance du Maroc sans effusion de sang, ce qui est quand même pas rien, surtout à son âge avec sa famille. Bref, à 20 ans, elle a décidé de partir en Amérique du Sud et elle avait la seule lettre de contact qu'elle avait dans sa poche, c'était à destination de la sœur de Fidel Castro. Voilà, mais sinon, elle a accueilli bénévolement à peu près tous les gens qui fuyaient les dictatures latino-américaines à Paris pendant un temps incroyable. Voilà. Et évidemment, elle a inspiré les dialogues en humanité et mis son réseau mondial au service de cette démarche. Et je crois que vraiment, c'est fantastique parce que chaque fois, on a découvert, grâce à elle, aussi toute une série de personnes qui faisaient des choses incroyables à l'autre bout du monde ou à côté de chez nous. Un autre exemple ? Moi, j'ai un exemple de quand je travaillais à FM Quattro. C'est FM Quattro, c'est une autre ONG. Exactement. Oui. C'est une auberge qui accueille des personnes migrantes au Mexique. Et du coup, qui fonctionnait principalement grâce à des bénévoles.
Et un des postes un peu récurrents que pouvaient avoir des bénévoles, c'était à la cuisine. Parce que du coup, on accueillait en général, il y avait souvent une centaine de migrants à la fois dans le centre. Et donc il fallait faire à manger pour 100 personnes, ce qui est assez formateur, je conseille. Et donc il y avait une dame dont je me rappelle pas le prénom, je crois que tout le monde l'appelait Donna ou je sais plus quoi. Et elle venait très régulièrement tous les week-ends et elle faisait toujours les repas. Et en fait, c'était très simple, mais en même temps, elle avait une manière de toujours travailler avec du coup donc des personnes migrantes, puisqu'il y avait des personnes migrantes à chaque fois qui nous aidaient à préparer les repas. Et du coup, souvent, c'était des personnes qui avaient tenu un restaurant quand ils étaient avant dans un pays d'Amérique centrale. Et du coup, elle avait une manière de les faire parler un petit peu de leur passé, de pourquoi est-ce qu'ils étaient venus jusqu'au Mexique et puis de mettre en valeur aussi toutes les compétences qu'ils avaient en cuisine. Et je la trouvais assez extraordinaire. Voilà, je ne sais pas si d'autres exemples, des images vous viennent à l'esprit, des personnages, qu'ils se situent d'ailleurs dans la réalité ou éventuellement dans la littérature, parce qu'on lit aussi sur des personnages de l'histoire. Peut-être, Lilou, avez-vous un exemple littéraire ou réel à votre guise? Je ne sais pas si je peux vraiment citer un exemple en particulier, mais en tout cas, depuis que je suis bénévole au Dialogue en Humanité, j'arrête pas de rencontrer des personnes formidables et hyper intéressantes parce que chaque personne a un vécu particulier et une histoire à raconter, des actions. Décrivez-en une. Par exemple, il y a Meredith, dont je ne me rappelle plus le nom de famille, mais qui a passé une grande partie de sa vie à développer un projet au Burkina Faso pour créer des produits textiles, des sacs, des trousses, en inventant une nouvelle sorte de tissu à partir de produits recyclés. En faisant travailler, en donnant des emplois aux femmes burkinabées. Et donc là, son projet vient de se terminer et à peine son projet terminé, elle se relance dans une autre forme de bénévolat, à savoir la création d'un documentaire. En fait, c'est une source d'énergie, elle a une énergie folle, c'est incroyable. Voilà. Je sais pas, c'est Meredith. D'où vient l'énergie des bénévoles? D'où vient l'énergie des bénévoles? Je pense beaucoup de ce qu'on voit, ce qui se produit chez les autres, pardon. Je pense surtout c'est le cas dans les maraudes ou quand on travaille directement avec les gens, mais quand on sait que la personne en face, son sourire, sa petite parole, ou alors simplement lui donner l'occasion de se reposer un peu ou ce genre de choses, peut-être que c'est ça la source de motivation, surtout quand toi t'as une vie plus confortable à côté, ça fait du bien de te dire que t'aides un peu les autres sur ce plan-là. Comme si c'était un carburant? Oui, bien sûr. C'est toujours bien de faire sourire les autres et de savoir qu'on les rend un peu plus heureux ou qu'on a fait quelque chose de bien dans leur journée. Moi, je pense que ça vient aussi de un peu l'esprit de communauté, de travailler justement avec d'autres personnes qui ont le même but que toi. Et moi, je le vois en tout cas dans les volontaires qu'on recrute sur certaines missions. Quand ils savent qu'ils vont venir en aide à une petite association avec des gens qui, depuis 5, 10, 15 ans, donnent énormément de leur temps parce qu'ils ont souvent monté une association alors qu'ils n'avaient pas forcément de fonds et qui travaillent énormément pour atteindre un but en particulier, de pouvoir amener un petit peu de soutien à ces personnes. Je pense que c'est ça en tout cas qui motive beaucoup nos bénévoles. Moi je pense en tant que bénévole, ce qui me motive c'est... Lilou? Oui, la volonté de donner de moi-même et aussi d'apprendre des autres, surtout. Oui, il y a cet aspect échange, merci de l'évoquer, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, le transfert d'expérience en quelque sorte. C'est une manière aussi pour les vieux d'exister. Oui, ça peut être utile de temps en temps, mais de toute manière, chacun doit faire son chemin. Oui. Et son expérience de vie. Mais c'est intéressant En fait, je pense qu'il n'y a pas une question d'âge en l'occurrence, parce que moi, j'apprends des jeunes générations tous les jours. Et c'est ça, en fait, mon moteur. Si j'avais pas ça, peut-être que
je laisserais peut-être davantage tomber, ou je m'occuperais juste de mon petit jardin directement. Tandis que là, mais en fait, c'est un jardin magnifique, humain, du vivant. Et je crois que c'est vraiment source de régénération, en fait. Le jardin du bénévolat et du volontariat, qu'est-ce que ça inspire à notre poète musical ? Comme une plage musicale qui s'évanouit, comme une émission sur le volontariat et sur le bénévolat dans le cadre de Human, comme une interrogation sur les usages que notre société fait de ce volontariat, et comme une interrogation également sur ces abus qui peuvent exister. Y a-t-il des abus de volontariat, Clara Castoldi ? Oui, évidemment, parce que le volontariat bénéficie quand même d'une image très positive. Et puis quand on parle de volontariat dans l'humanitaire ou dans la solidarité internationale, il ne faut pas oublier que toutes les notions de développement, etc., viennent quand même d'une vision qui a été marquée par l'histoire coloniale. Et du coup, d'avoir des personnes blanches, européennes, qui vont dans des pays qu'elles ne connaissent pas forcément, pour apporter de l'aide. Ça peut être avec des bonnes intentions comme avec juste l'intention
se faire mousser, on va dire, de bien paraître, ça peut être problématique. Et c'est là qu'est important le cadrage de la part de l'organisation pour déjà savoir se mettre en retrait et savoir donner d'abord la parole aux communautés dans lesquelles vont les bénévoles et surtout pour bien former ces bénévoles et faire en sorte que leurs intentions soient de, certes, vivre des expériences qui peuvent leur être très bénéfiques à eux, mais sans marcher sur les personnes qu'ils vont rencontrer, quoi. Est-ce que quelque part, ça aurait un rapport avec la bonne conscience de gauche, Geneviève Ancel ? Alors, je pense que c'est important déjà de se dire que lorsqu'on va dans un pays du Sud et on y va pour donner quelque chose, c'est déjà foutu, quoi. Enfin, c'est pas ça qui est attendu. Pour moi, très clairement, l'avenir, il vient des marges, il vient des banlieues, il vient des pays du Sud. Si on regarde, par exemple, le parcours d'un migrant et des épreuves qu'il traverse ou qu'il a traversées, en termes de stratégie de survie, ça vaut 50 formations pour un chef d'entreprise. Donc si on arrive à donner à voir cette dimension-là, on n'est plus seulement dans la bonne conscience, on la dépasse, on est sur le respect de la dignité de l'autre et de celui justement qui a peut-être eu moins de facilité, moins de moyens. Mais donc du coup, c'est la clé pour essayer de vivre dignement dans ce pays, sur cette terre. Est-ce que de ce point de vue-là, le fait de faire des bilans régulièrement, quand on encadre des volontaires, des bénévoles, est une chose importante ? Oui, c'est essentiel de savoir quel est le ressenti du bénévole, mais également... Fiona Van Stone, oui. Oui, du bénévole, mais également de son encadrant, parce que, comme vous avez dit, c'est un rapport d'échange et il faut que ce soit bénéfique à tous, et particulièrement à l'association et aux gens qu'on est censé aider derrière. Donc c'est essentiel de savoir à quel moment on se situe et à quel niveau. Et où il en est, en face, où elle en est, cette personne, souvent jeune, pas toujours, hein, on a vu qu'il y avait des bénévoles qui pouvaient être d'un grand âge, évidemment, mais le jeune qui se cherche, qui se construit, c'est important de faire un point régulier. Est-ce que vous ressentez ce besoin, vous, Lilou, d'être cadré en quelque sorte, et que de temps en temps on vous dise, tiens, on va faire un petit bilan de ton stage, de ton investissement au sein de notre association, et voilà, c'est à toi de parler, je t'écoute. Oui, je sais pas, je pense que c'est nécessaire de le faire, surtout, en fait, plus il y a de responsabilités en jeu, plus c'est nécessaire de faire des points réguliers. Après, je pense que les attentes d'un volontaire ou d'un bénévole ne sont pas celles d'un cadre hyper fixe non plus. Et je pense que ça dépend vraiment du type de bénévolat aussi. Mais je pense que là où je la rejoins quand elle dit les attentes d'un bénévole, Fiona, oui. Quand à une époque j'étais chercheuse bénévole pour Prison Insider et c'était compliqué parce que parfois c'était une très bonne association et j'adorais travailler pour eux. Donc mais une association que vous venez de citer, Prison Insider, donc oui. qui travaille sur les prisons à l'international. Exactement, qui étudie les conditions d'incarcération dans le monde. Oui. Donc moi je faisais de la recherche pour eux et comme c'était un bénévolat où j'avais signé aucune convention au début, parfois j'avais pas de nouvelles pendant quelques temps et je me disais mince, est-ce que ce que je fais est vraiment utile ? Est-ce qu'ils ont encore besoin de moi ? Et donc c'était essentiel pour moi que de temps en temps on me dise oui, tu sers à quelque chose et tu ne travailles pas dans le vent, parce que c'est du travail quand même. De revenir vers l'intéressé, surtout si vous travaillez évidemment en visioconférence, etc., j'imagine. Ça doit être difficile. Écoutez, voilà, merci à toutes d'avoir été avec nous autour de ce sujet. Qu'on effleure, hein, qu'on vient simplement en une heure de temps d'effleurer, musicalement aussi, avec des parallèles. Et peut-être a-t-on encore le droit à un tout petit peu de musique ? Oui, si tu veux. Merci à vous. Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.